Les Français doutent de plus en plus de la qualité des produits alimentaires qui leur sont proposés. Pourtant, des étals de nos marchés aux rayons des grandes surfaces, des professionnels veillent au respect de la réglementation. 18, non c'est pas froid, 18. C'est pas froid, c'est Mais c'est pas autorisé. Bah, c'est peut-être du fromage fermier, mais c'est peut-être pas du Saint-Nectaire. Ça, c'est un miel qui a été fabriqué. C'est pas du miel du tout. D'autres, spécialisés dans la défense du consommateur, nous apprennent à déchiffrer les étiquettes. Les gens du marketing, ils sont là pour essayer de nous vendre leurs produits, nous les rendre le plus présentable possible. Et c'est vraiment à nous de faire attention et de bien arriver à retenir ce qui est intéressant, ce qui est important, et de laisser tomber tout le reste. Éleveurs ou cultivateurs, ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à revendiquer l'authenticité. Leur ennemi commun, la standardisation du goût. C'est les produits qu'on faisait avant, donc comme faisait ma grand-mère, et je pense qu'on peut s'ennuyer un peu pour retrouver ces produits-là qui sont en train de disparaître. On a plusieurs variétés de blé, ce qui nous fait une farine qui est bien à nous. Et ceux qui ont un petit peu de palais, quand vous comparez, c'est la farine du terroir d'ici. Et puis il y a ceux qui se battent pour une alimentation plus diversifiée et donc plus respectueuse de notre environnement. Le taco, c'est un produit qui est très très proche du cabillaud. C'est la même espèce, de toute façon on les reconnaît, ils ont un petit barbillon comme ça. Et c'est un poisson qui coûte presque 10 fois moins cher. C'est juste que c'est pas connu. Tous, à leur manière, luttent pour que nous puissions mieux nous alimenter en toute sécurité. C'est vital de manger et pour moi c'est même vital de bien manger. Roissy-Charles de Gaulle est le plus grand aéroport de France. L'année dernière, cette immense plateforme a accueilli plus de 62 millions de voyageurs. Roissy, c'est aussi le premier aéroport européen pour le transport de marchandises. Chaque année, près de 2 millions de tonnes venues du monde entier transitent par ces entrepôts gigantesques. Au cœur de la zone de fret, un immense hangar réfrigéré où la température n'excède jamais 2 degrés. C'est ici que sont stockées toutes les denrées alimentaires fraîches à peine déchargées des avions. Allez, c'est parfait, on est on y va. parti. Alors, États-Unis. États-Unis. Donc aile de raie. Voilà, on va prendre 5 de chaque. Ça c'est pareil, c'est de la ludo. Pauline Casaban dirige une brigade de 24 vétérinaires qui veillent 7 jours sur 7. Ces vétérinaires contrôlent chaque arrivage en choisissant quelques échantillons au hasard. Ils sont les premiers remparts de notre alimentation aux portes de l'Europe. Leur travail, juger la qualité sanitaire de tous les aliments débarqués avant leur entrée sur le sol français. Voilà, donc c'est des ailes de raie. Hein. Donc il y a un peu de mucus, mais c'est normal sur les ailes de raie, hein, ça pose pas de problème. Hein. Donc là c'est vraiment très frais, il y a de la glace fondante, la consistance de la chair est tout à fait correcte, donc là il n'y a aucun souci là-dessus au niveau du contrôle physique, quoi. On va prendre une petite température aussi. Ah oui, tout à fait. Pour les produits de la pêche, le premier critère, c'est le respect de la chaîne du froid. Ces ailes de raie viennent des États-Unis. De la côte américaine jusqu'à Roissy, il faut maintenir le poisson entre 0 et 3 degrés. Là, c'est vraiment très frais. Hein. Donc là c'est très bien, on est à 1,7 degré. Alors bien sûr, la chaîne du froid, c'est toujours quelque chose qu'il faut particulièrement considérer. C'est un point très critique de toute façon pour les produits de la pêche et qu'on se doit de vérifier.
C'est pour ça aussi que quand on ouvre les colis, on vérifie l'absence de givre. Parce que si on avait une présence de givre sur les poissons, ça pourrait nous dire justement qu'il y a eu des grosses variations de température, etc. Donc c'est tout à fait le genre de choses qu'on vérifie à l'ouverture des colis. Mais là, il n'y a pas de suspicion à avoir. Et donc là, on met le scotch qui matérialise notre contrôle. Là, c'est bon, elle a passé les portes de l'Europe, là. Oui, elle peut rentrer en Europe, voilà. Ce matin, les 2 vétérinaires se rendent dans une autre chambre froide, où un lot de poissons du Sri Lanka vient d'arriver. Un colis semble avoir souffert du voyage. On va l'ouvrir. Allez, Oui, allez. c'est parti, tenez. Dans ce carton, 2 thons rouges pêchés dans l'océan Indien. Donc là, on a voulu ouvrir parce que le conditionnement à l'extérieur, on avait l'impression qu'il avait un peu souffert, il y avait un petit peu de liquide, etc. Il a été un peu défoncé. Mais bon, on s'aperçoit quand même que les poissons sont correctement isolés à l'intérieur du carton. Hein, avec donc, voilà, il y a un revêtement là isotherme. On a encore la présence de la glace. On va reprendre une température pour être sûr de nous. Pour les chairs, là, sont quand même assez fermes hein, quand on appuie. Donc ça, c'est bon signe aussi. La température est normale. L'aspect du thon Très bien. semble satisfaisant. Ok, c'est bon. Il va pouvoir continuer sa route. On va commencer par bien le reformer. En cas de problème, Pauline fait bloquer la marchandise. Aujourd'hui, ce thon peut poursuivre son chemin jusqu'à Rungis. Un peu plus sur la jointure. Ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est l'analyse de risque qu'on va faire autour d'un lot. Donc voir est-ce qu'on bloque le lot, est-ce qu'on demande des documents en plus, est-ce qu'on le refoule, est-ce qu'on le détruit, est-ce qu'on considère qu'il est dangereux, etc. On doit essayer voilà, toujours d'analyser finalement est-ce que oui ou non on a un danger pour le consommateur. Ce matin, les 2 vétérinaires doivent contrôler un carton en provenance de Chine destiné à un magasin alimentaire de Paris. Le problème, le colis n'a pas les documents sanitaires appropriés. C'est des soucis, ça. Première surprise, Nous avons un souci aussi. les étiquettes qui figurent sur les paquets. Tout est en Toutes les chinois. informations sont en langue chinoise. On ne peut pas garantir la traçabilité du tout du produit, donc ça va pas quoi. Ça va pas arriver dans l'assiette du consommateur quoi. Il n'y a pas de risque là-dessus. Il y a autre chose là. Il y a autre chose. Oui. Puis bon, là, on n'a aucune garantie sur la composition, etc. En l'absence de documents, c'est vraiment difficile. Hein. Tout est en chinois. Ça ne veut pas dire forcément que c'est pas bon, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de garantie sanitaire sur ces produits parce qu'on n'a pas de documents, il n'y a pas de vétérinaire qui se soit engagé sur la qualité sanitaire de ces produits-là. Donc, bon, ben, nous, voilà, on ne connaît même pas l'origine des produits, on ne connaît pas leur statut, donc on ne peut pas laisser passer dans l'Union, quoi. Un dernier sachet éveille leurs soupçons. C'est du truc lyophilisé, ça? Ah non, il y a des morceaux. Ah hein. non, non, non. Ah bon? Ah oui, oui, il y a des morceaux, regarde. Ils décident d'en vérifier le contenu. Ouais, c'est vraiment une espèce de plat cuisiné, quoi. Ouais, donc il y a vraiment des morceaux de viande là à l'intérieur. Des morceaux de viande, a priori de la volaille chinoise. Elle est interdite en France. Les risques de grippe aviaire sont pris très au sérieux. Donc on va mettre le petit scotch pour dire qu'il est refusé l'admission dans l'Union. Devant tant de suspicions, ce colis sera renvoyé en Chine, aux frais de son expéditeur, qui sera ensuite fiché par les douaniers. Sa marchandise subira un contrôle renforcé à chaque nouvel envoi sur le territoire. Hop. Un autre lot suspect vient d'arriver. C'est son odeur qui a attiré les vétérinaires. Ouais, ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon. Le colis vient du Cameroun, sans Ouais. doute commandé par une épicerie spécialisée. Ah, elles sont fortes, hein. Ouais, ça sent mauvais. Hein. Dans ce premier sac, de la couenne de porc. Les conditions de conservation sont pas satisfaisantes, hein, on va dire, là, dans cette espèce de sac, là, grand ouvert, ça sent mauvais. Ouais, c'est mal emballé. Ouais, c'est pas séché, là, c'est rien du tout, quoi. Donc, ça peut être potentiellement dangereux. Dans ces paquets, des crevettes séchées. Tu vois, même le conditionnement est un peu léger. On ne sait pas où ça a été produit, on ne sait pas dans quelles conditions ça a été produit. Donc il y a trop de points d'interrogation pour qu'on puisse mettre ça à la consommation. Donc, Ouais. Les deux vétérinaires décident d'ouvrir le dernier paquet. À l'intérieur,
une marchandise difficilement identifiable. Ouais, ça c'est des genres d'écrevisses, quelque chose comme ça séché, je pense. Hein. Ah, celui-là il est beau. Regarde les belles dents. Ah oui, ouais. C'est du poisson, oui. Il est sympa. Bon. Là on voit la tête. Il s'agit en fait de poissons séchés. Il y a un insecte dessus. Ah, il y a même un insecte. Il y a un petit habitant. Ça montre bien que voilà, ça n'a pas vocation à passer chez le consommateur, on va dire. Donc ça va s'arrêter là, tout ça. Hein. Donc pour tout ça, on a du scotch destruction. Ces poissons séchés ne sortiront pas de Roissy. Ils seront incinérés. Pour dissuader les voleurs et éviter tout risque d'empoisonnement, les produits saisis sont placés sous clé, dans une chambre froide. Et je crois qu'on a du poisson aussi au fond, à nous là. Ah, d'accord. Une fois par semaine, ils sont détruits par le feu. L'année dernière, les 24 vétérinaires des frontières ont inspecté plus de 18 000 lots. Seuls 164 ont été refusés. C'est moins de 1% de la marchandise contrôlée. Sur le territoire français, pour veiller sur nos assiettes, ce sont les agents de la répression des fraudes qui prennent le relais. Ils sont une trentaine par département. Ils contrôlent tous les maillons de la chaîne alimentaire. Jean-Michel Masson dirige la brigade du Puy-de-Dôme. Il traque les fraudes depuis plus de 30 ans. On peut avoir confiance dans son alimentation aujourd'hui, d'une part certes parce qu'il y a des contrôles, certes parce qu'il y a des professionnels responsables. Dans un premier temps, il faut qu'il y ait des professionnels responsables. Et à partir de cet équilibre, on peut avoir confiance dans son alimentation, à condition de s'en préoccuper. Le citoyen a, en matière alimentaire, un devoir tout simple, c'est de savoir, d'être informé, qu'il sache ce que c'est qu'un signe de qualité, ce que ça lui apporte. Pourquoi est-ce que quand on est en Auvergne, c'est bien de s'intéresser au fromage d'appellation et quand on sera en Normandie, il y a d'autres fromages d'appellation en Normandie. Sachez ce que vous achetez, intéressez-vous aux produits qui sont faits localement. Généralement, ce sont des produits qui ont plusieurs siècles d'existence. Ce matin, l'inspecteur se rend sur le marché de Billon, à l'est de Clermont-Ferrand. Il y retrouve sa collègue Anne-Laure Tridon. Vétérinaire, elle veille aux règles d'hygiène. C'est un bon marché. Hein. Un petit marché local où les fraudes sur les fausses origines régionales sont courantes. Ensemble, les deux inspecteurs vont contrôler, à l'improviste, la majorité des stands. D'accord. C'est les endives de France. Qu'est-ce que vous cherchez? Je veux voir si les endives d'Auvergne sont d'Auvergne. C'est très simple. Bonjour monsieur. Bonjour. Vos endives, elles sont vraiment d'Auvergne? Ah oui, on a tous les... Vous avez la facture et puis vous donnez-moi une caisse parce que là... Merci. C'est la facture, demandez à la patronne. Patronne, la facture là, il vous demande là. Merci beaucoup. Elles ont été achetées cette nuit et vous allez voir, c'est marqué l'origine Auvergne. Ok. Ok. Elles sont bien d'Auvergne. Merci monsieur. Bonne journée. Au revoir. Messieurs, dames. Les acheteurs, ils viennent ici pour chercher des produits du coin. Donc quand les produits du coin sont étiquetés comme tels, on vérifie que c'est bien des produits du coin, du cru, locaux. Là, on a un producteur, on va voir si c'est un producteur. Un peu plus loin, un autre stand attire leur attention. Écoutez, c'est la DDPP, Service vétérinaire répression des fraudes, pour un contrôle. Les deux inspecteurs veulent vérifier que le vendeur est bien le producteur de la marchandise exposée sur le stand. Des chalotes.
Est-ce que vous avez votre papier de la MSA? Je ne suis pas producteur, moi. Producteur, je vends. Expliquez-moi. Moi, je vois vente direct producteur. Vente direct producteur. Je vais acheter de là chez un producteur. Bon, bah d'accord. Alors, Voilà. écoutez, c'est embêtant parce que si vous n'êtes pas... Là, tel que je le lis, ce panneau-là... C'est vente direct producteur. J'ai le droit de... Non, je vous dirais de l'enlever. Vous n'êtes pas un producteur, monsieur. Vous êtes commerçant. C'est le producteur qui a le droit de s'appeler producteur. Les ventes direct Non. Vente direct producteur, c'est quand le producteur vend directement sa production. D'accord. Alors, vente direct de chez le producteur? Non. Non plus. Du moment que vous dites direct producteur, vous allez créer une confusion dans l'esprit du consommateur qui pensera qu'il achète directement au producteur. D'accord. D'accord? D'accord. Le vendeur n'aura pas de contravention aujourd'hui, mais un simple avertissement. On va faire le tour, on n'a pas vu ce côté-là. Comment on fait pour être discret là, dans un marché et pas se faire repérer? On n'essaye surtout pas d'être discret parce que de toute façon, on est très vite repéré. D'une part parce qu'on a une tenue bien particulière, une tenue, je dirais, de fonctionnaire, qui fait qu'on ne vient pas faire son marché avec une sacoche, avec une cravate. Donc on est assez rapidement repéré. C'est pour ça qu'il faut aller très rapidement sur les points qu'on juge les plus importants à voir. On sait qu'on ne pourra pas tout voir, surtout dans un gros marché comme celui-là. Sur ce marché, les fromages de la région sont des produits phares. Le plus vendu, c'est le Saint-Nectaire. Mais pour les acheteurs, difficile de distinguer le vrai du faux. Les Saint-Nectaire. Les fromages, là. Ah ouais, les Saint-Nectaire fermés. On va pas se les rater, ceux-là. On va pas se les rater. Non, on va pas se les rater. Bonjour madame. Vous avez la facture ou le bon de livraison des Saint-Nectaire? Non, on est producteur. Ah, si vous êtes producteur, c'est merveilleux. Vous pouvez me gratter une étiquette verte? Me frotter doucement une étiquette? Moi, je vais le faire, par contre, si vous voulez pas. Voilà, si vous L'inspecteur a un moyen infaillible de vérifier l'authenticité du Saint-Nectaire. Chaque fromage cache sous sa croûte une pastille verte qui prouve son appellation d'origine contrôlée. On va y arriver. Ah ouais, elle est là. Voilà une pastille verte, voilà. Voilà, l'ovale. Donc ça, c'est la preuve qu'il mérite bien le nom de Saint-Nectaire. Et qu'il est fermier. Chaque fromage a sa petite carte d'identité personnelle. J'ai vu que votre balance avait été vérifiée. Oui. Et qu'elle est bonne jusqu'à 2015. Voilà. Ben merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Pour ce producteur, tout est en règle. Mais Jean-Michel Masson reste attentif. D'autres Saint-Nectaire sont passés au crible. Bonjour. Vous avez la facture du Saint-Nectaire fermier? Est-ce que vous pouvez, sur celui-là par exemple qui est entier, me frotter une étiquette verte s'il vous plaît, sinon je le ferme. Ici aussi, les fromages sont soumis au test du frottage. Alors, faut que je la trouve. Eh oui. Mauvais signe, le vendeur ne sait pas où se trouve l'étiquette. Non, là il n'y en a pas. Je sais pas où elle est. Vous permettez, je vais essayer sur ce fromage-là. J'ai l'impression qu'il y a l'ombre de quelque chose. Vous voulez un couteau? Non, surtout pas. Vous êtes sûr d'avoir acheté des Saint-Nectaire, monsieur? Oui. Il n'y a pas de souci. C'est peut-être du fromage fermier, mais c'est peut-être pas du Saint-Nectaire. Alors, il n'y a pas de marque là-dessus. Ça m'embêterait que ce soit pas du Saint-Nectaire. Vous allez de toute façon me présenter la facture ultérieurement. Hein. Pourtant, ce fromage fermier ressemble à s'y méprendre à du Saint-Nectaire. Non. C'est marqué Saint-Nectaire. Hein. C'est un prix classique pour du Saint-Nectaire à la revente, mais ce n'en est pas. Voilà, donc moi je vais vous écrire, je vais vous demander demande envoi de facture 5 Saint-Nectaire. Hein. Vous avez un bon, vous avez quelque chose? J'aurai mon bon de livraison. Là, il peut continuer à vendre ses faux Saint-Nectaire à ce Je prix-là. le laisse en l'état, je laisse vendre ces Saint-Nectaire. Une sorte de présomption d'innocence. Il n'y a pas de risque là pour le consommateur, si ce n'est le risque de se faire arnaquer. C'est plutôt la tromperie. Les deux inspecteurs ne veillent pas qu'aux fraudes. Ils sont aussi là pour faire respecter les règles d'hygiène. Bonjour. Le côté ou l'écran? Vous avez quelque chose pour maintenir au frais, monsieur? Oui, c'est la machine, c'est là. Attends. Je me présente. La moto ici, oui. C'est la moto ici, là-bas. L'impression des fraudes. D'accord. Les plats cuisinés vendus à l'air libre peuvent présenter des risques. Alors, pour vérifier leur fraîcheur, l'inspecteur a une arme imparable. C'est pas merveilleux, hein?
Tout juste 7 degrés. Vous avez un thermomètre, vous, monsieur? Monsieur Masson, vous disiez c'est pas merveilleux, c'est-à-dire? Là, on est à 7 degrés. C'est un produit qui doit être maintenu entre 0 et 4 degrés. À partir du moment où ça dépasse ces températures, le législateur a estimé qu'il y avait un risque pour une prolifération microbienne. Mais il faut continuer à vendre ces mêmes alors. Oui, là, il y a... On sera en plein été avec une très forte chaleur. Je pense qu'on lui aurait demandé de remballer. Hein, mais là, visiblement, il fait presque aussi frais dehors que dans ses nems. Au bout du marché, un stand attire tout de suite l'attention des deux contrôleurs. Ah, voilà. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. C'est le service vétérinaire et la répression des fraudes réunis au sein de la direction de la protection des populations. Il s'agit de pieds de cochon cuits en sauce. Leur température semble suspecte. Ça, c'est cuit ce matin. Et donc vous servez là en ce moment? Ah bah oui, tout dépend s'il y a du vent qui arrive. D'accord. Ok. Vous avez rien pour protéger vos... Si, mais je les ai cassés. C'est de la ligo que vous allez, hein? Ça, c'est de la ligo. Oui, mais c'est dans les barquettes. Oui, il est dans les barquettes, oui. On est à combien là? Moi, c'est 18. 18. Non, c'est pas froid, 18. C'est pas froid, c'est tiède. Mais c'est pas autorisé, monsieur. Ah bon? C'est un plat cuisiné, ça doit être maintenu ou chaud ou froid. Mais on peut pas être entre les deux. 18 degrés. Une température propice à la prolifération des bactéries. C'est ni chaud ni froid, c'est ni en liaison chaude ni en liaison froide. Sur le plan sanitaire, c'est pas correct. On risque des développements de bactéries, salmonelles ou autres. Et donc, il y a possibilité de danger pour le consommateur. Le danger, c'est l'intoxication alimentaire. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Parce que ça, théoriquement, c'est des plats qui peuvent être vendus. Hein. Bah, je fais quoi alors? Je suis pas inclin. Bah, théoriquement. Bah... je peux les garder pour moi quand même. Ah, vous pouvez les garder pour vous? Je les garde pour moi. Puis voilà. Donc vous pliez et puis vous... on repassera tout à l'heure. Ah bah, vous laisse le temps. Je serai plus là. Le monsieur ne peut pas continuer à vendre là. Écoutez, c'est pas raisonnable de continuer à vendre des produits qui sont à 20 degrés et donc qui ont pu déjà s'altérer. C'est tout de même des produits très sensibles. L'andouillette est un produit très sensible notamment. Vous êtes sûr qu'il va ranger là? On va voir. On va repasser. On va repasser. On le laisse ranger. On le laisse ranger, on va repasser. Voilà. Pour cette infraction, le marchand risque jusqu'à 4 500 € d'amende. Depuis cette visite, il s'est mis aux normes. Il dispose maintenant sur son stand d'armoires réfrigérées. Comme Jean-Michel Masson, ils sont plus de 3000 à effectuer toute l'année des contrôles de routine sur le territoire. Ils sont là pour veiller sur notre alimentation. Mais c'est aussi à nous, consommateurs, d'être vigilants et de savoir ce que l'on met dans notre panier. Pour la plupart des Français, le moyen le plus simple de se nourrir reste la grande distribution. L'offre y est de plus en plus vaste, les rayons de plus en plus fournis, pour séduire un consommateur toujours plus pressé. Patricia Chéropoulos et Thomas Laurenceau sont des experts de la consommation. Il est au bon fruit. Enfin, on va quand même regarder. Tous les deux travaillent pour le magazine 60 millions de consommateurs. Leur champ d'action, les supermarchés. Leur mission, déjouer les astuces du marketing. Il faut apprendre à circuler dans les rayons et à se repérer, à être alerté par des éléments un peu bizarres, quand c'est trop beau pour être vrai, quand c'est trop bon marché pour être crédible. Et là, tout d'un coup, il faut se dire, attention, il est où le problème? Aujourd'hui, ils sont venus décrypter des étiquettes, parfois un peu trop alléchantes. Ah, le surimi. Premier arrêt, saveur le crabe. rayon du surimi. Alors, le surimi, des bâtonnets saveur crabe. Alors ça veut dire une chose, ça veut dire il n'y a pas de crabe. Voilà. Saveur égale arôme. Et si on met saveur crabe, c'est qu'il n'y a pas de crabe dedans. Et si on lit là, les ingrédients, on voit quelque part arôme crabe.
arôme crabe, dont poisson et crustacés. Arôme crabe, ça veut dire que c'est un arôme artificiel, un arôme de synthèse. Sinon, ça serait marqué arôme naturel de crabe. Donc là, c'est absolument pas extrait du crabe. Ça peut être extrait de poisson. On n'a donc vraiment pas une miette de crabe là-dedans. Hein, donc saveur crabe oubliée. Rien d'illégal dans le surimi. Encore faut-il savoir bien lire les étiquettes. 38. Ah, tagadin, je me suis fait avoir par le... Ah, ouais. Bien vu. Ça, Alors c'est là, il y a un intéressant. deuxième piège. Dans les ingrédients, on a une base de surimi, 38%. Ça fait, c'est minoritaire. Hein. Et entre parenthèses, chair de poisson, 91%. Donc on a l'impression qu'il y a 91% de poisson là-dedans. En fait, c'est 91% de 38%. Donc ça fait plus beaucoup de poisson. Donc si on se dit, tiens, je vais manger du surimi, ça me fera ma dose de poisson, ben, c'est peut-être pas évident, quoi. Puis ensuite, il y a Dans un produit censé vendre du crabe, on ne trouve finalement qu'un tiers de poisson. Le reste, c'est de l'eau, de l'amidon et du blanc d'œuf. Oui, on va s'arrêter au yaourt aux fruits. On va voir s'il y a je pense que... vraiment des fruits partout. L'enquête continue au rayon des yaourts. Là, j'ai un saveur framboise. Ici aussi, les industriels jouent sur les mots. Goût fraise signifie en fait arôme de fraise. Donc pas une once de fruits dans ce yaourt. Du lait, du sucre, du sirop de glucose, fructose, de la crème, de l'arôme naturel, des ferments lactiques. Il n'y a pas de fraises. Voilà. Il y a des fraises dessinées, suggérées, mais il n'y a pas de fraises. Alors, qu'est-ce qui nous manque? L'exemple préféré de Thomas Laurenceau reste un grand classique de nos placards. Ah, ça, j'adore. C'en est un que j'aime beaucoup. On a déjà eu le bâtonnet de crabe sans crabe. On a eu le yaourt à la fraise sans fraise. Là, on a le bouillon de bœuf sans bœuf. Donc là, on a une magnifique vache. Il y a écrit bœuf en très gros. C'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas de vache là-dedans. Mais on peut le vérifier. Je cherche le bœuf, arôme, dont arôme bœuf. Voilà. Un des arômes sera l'arôme du bœuf. En même temps, c'est bien pour les végétariens, hein, mais c'est vrai que c'est un peu trompeur. C'est un peu trompeur, mais ce n'est pas illégal puisqu'il y a écrit goût bœuf. Alors, ils sont là, les bio. Ils sont là. Un peu plus loin, une petite phrase fait sourire nos experts. Alors là, on a quelque chose d'assez sympathique aussi, voilà. Ramasser tous les matins, franchement. Même la fermière, au début du siècle dernier, elle ramassait ses œufs tous les matins. Je vois pas où il est, le scoop. Le fait de mettre n'importe quoi sur une boîte, ça donne l'idée qu'il y a un logo, donc il y a un label, donc il y a voilà, quelque ça chose de qualité. rassure. Il y a beaucoup d'informations finalement qui ne servent pas à grand-chose. Puis direction le rayon du chocolat. Là, c'est quelque chose qu'on avait repéré il y a quelque temps déjà, c'est les chocolats allégés. Globalement, dans les aliments allégés, quand on enlève du sucre, on a tendance à rajouter de la graisse. Et quand on enlève de la graisse, on a tendance à rajouter du sucre. Moins sucré, mais plus gras. Et donc, au final, on a à peu près la même teneur. Si on cherche au niveau de la teneur calorique, c'est quasiment pareil. Le chocolat, c'est bon, on sait que c'est pas un aliment diététiquement correct. Bon, ben voilà, on assume. C'est pas la peine, puisqu'on voit que de toute manière, on se fait piéger. Si on met moins de sucre, il y a plus de graisse. Autant manger le chocolat qu'on aime, et puis c'est tout. Il y a une autre partie du supermarché où il est difficile de se repérer, le rayon des jus de fruits. Face à une telle offre, le consommateur est souvent perdu. À base de concentré. Donc on a du à base de concentré, là. En fait, en matière de jus de fruits, il y a 3 grandes catégories. Il y a les purs jus. Donc on va trouver typiquement voilà, un pur jus de pomme, où là, en fait, c'est le fruit pressé, et puis c'est tout. On ne rajoute rien. C'est ce qu'il y a de mieux dans la catégorie. Ensuite, ce qu'on trouve très souvent, c'est le jus de pomme à base de concentré. C'est-à-dire qu'on a concentré le jus, et ensuite on a rajouté de l'eau, mais rien que de l'eau. La troisième catégorie, ça sera le nectar. Alors nectar, c'est un bien joli mot, hein, mais c'est pas forcément pour les dieux, parce que c'est finalement la catégorie la plus bas de gamme. Et donc on a du jus de pomme à base de concentré, 50%, de l'eau, et puis du sirop de glucose fructose. Donc c'est un sucre industriel ajouté, qui n'est pas forcément très bon pour la santé. Général, donc c'est pas recommandé. C'est pas recommandé, plus, c'est vraiment du bas de gamme, plus du sucre, plus de l'acidifiant, plus de l'acide citrique. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a de plus bas de gamme. D'ailleurs, c'est tout en bas. Attention aussi aux conseils diététiques, parfois fantaisistes. 2,26. Dans le programme Nutrition Santé, on dit 5 fruits et légumes par jour. Et donc là, un verre compte pour une portion de fruits,
Mais il ne faut pas exagérer. Non, un verre ne représentera pas, il n'y a pas d'apport en fibres par exemple, donc ça ne fait pas la portion des 5 fruits et légumes par jour. Donc un verre compte pour une des 5 portions de fruits et légumes recommandées par jour. Oui, mais non. On n'a pas effectivement les fibres ou d'autres sels minéraux, des vitamines qu'on peut trouver dans le fruit entier. Donc là, ils exagèrent, moi, je trouve. Et bah, c'est le jeu du marketing. Hein. Les gens du marketing, ils sont là pour essayer de nous vendre leurs produits, de nous les rendre le plus présentable possible. Et c'est vraiment à nous, sans énervement, il faut prendre son temps, de faire attention et de bien arriver à retenir ce qui est intéressant, ce qui est important, et de laisser tomber tout le reste. On cherche la petite bête, on se promène, on dit, elle est où l'entourloupe? Voilà, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien d'illégal, mais c'est juste qu'ils exagèrent, et ben on va essayer de ne pas se faire avoir. On n'en devient pas un peu paranoïaque de l'étiquette? On devient complètement fou, ici. Ma fille refuse de faire des courses avec moi, hein. Ça y est, c'est définitif, elle en a marre. Parce que chaque fois, je lui dis, mais non, ça va pas, repose-le. T'as vu le prix, t'as vu ceci, t'as vu cela. C'est très énervant. Après, il y a quelques congélateurs là-bas. Un dernier conseil pour bien choisir son plat cuisiné. Faire attention à la longueur de la liste des ingrédients. Si jamais tu vois les crèmes aux œufs, on regarde quand même s'il y a, s'il y a des îles flottantes sans œufs à tout hasard. Il ne faut pas rejeter en bloc les produits industriels. On a besoin d'aller au supermarché, on a besoin de manger. On n'a pas tous un paysan à côté de chez soi qui va nous fournir des produits de première qualité. Mais voilà, une des règles, c'est peut-être ne serait-ce que de regarder la longueur de la liste d'ingrédients, c'est déjà intéressant. On essaie de trouver des listes d'ingrédients les plus courtes possibles. Vous savez, quand on commence à avoir des listes d'ingrédients comme celle-ci, qui font 7, 8, une dizaine de lignes, on peut se dire que quand même, peut-être pas ça fait trop... beaucoup de choses pour un petit dessert. Voilà. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des produits qui sont semblables en apparence, mais il y en a un qui aura 5, 6 ingrédients et l'autre il en aura 17. Franchement, il faut prendre celui qui n'en a que 5. Ah, les chips avec du lait. Ah, bah oui, tiens. Il y a un aliment dont les Français raffolent. Un produit totalement naturel. On le mange sans compter et pourtant, il mériterait toute notre attention. C'est le miel. Chaque année, les Français en consomment près de 40 000 tonnes, 4 fois plus que la production nationale. Il y a 20 ans, le miel produit en France couvrait toute notre consommation. Au cœur des Cévennes, dans une région où la nature est restée sauvage, un couple consacre sa vie aux abeilles. Depuis plus de 30 ans. Condense un peu. Yves Elie et Chantal Jean ont réparti leurs 250 ruches dans la région. La récolte de la saison commence aujourd'hui. Bon, il n'y a pas grand-chose. Elles aiment bien ce que vous faites là ou pas? Pas trop, non. On vient leur prendre leurs réserves, voilà. On est en train de vider leur grenier. Le miel, c'est la nourriture des abeilles, mais c'est surtout leur source d'énergie. Et pour nous, ça reste un aliment 100% naturel, qui est fini, cuisiné en quelque sorte, par les animaux. C'est quand même unique. On en fait une à côté. Elle est costaud, elle va être un peu costaud, mais c'est pas dit qu'il y ait tant que ça non plus. En 10 ans, les récoltes d'Yves et Chantal ont baissé d'environ 2/3. La faute à l'agriculture intensive et aux pesticides. Mais pas seulement. Ça fait 2 années de suite que la météo n'est pas idéale pour l'apiculture. Voilà, on est un peu dans les vaches maigres. On commence à tirer la langue. Alors on peut se demander si c'est naturel, si c'est pas naturel, évidemment. Ça fait en tout cas beaucoup de mauvaises années de suite. On ne peut pas forcer les abeilles à faire du miel, on n'en a pas besoin. Elles n'ont que ça en tête, travailler. On n'a rien à leur apprendre, si ce n'est apprendre d'elles à utiliser moins de pesticides, prendre soin du paysage, lever un peu le pied, être un peu moins gourmand. C'est important d'avoir des ruchers à différents endroits pour être un peu à l'abri des aléas de la météo, parce que c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis aussi, c'est très important pour l'offre de miel, c'est-à-dire qu'on va avoir des miels très typés, liés à des endroits où il y a une flore très intéressante, qui vont être fort différents d'un à l'autre, puisque ça va être un assemblage unique de fleurs liées à un lieu précis. Et donc tout le travail consiste évidemment à prospecter, à trouver des bons endroits intéressants pour les abeilles et aussi pour le gastronome.
Les apiculteurs vont maintenant extraire le miel des cadres pour le mettre en pot. L'idée, c'est d'abîmer le moins possible les opercules pour pas détruire le travail des abeilles. Selon qu'on va goûter le miel ici ou là, ça n'aura pas forcément le même goût parce que ça viendra de fleurs différentes. Et donc tous les arômes qui ont été collectés vont être ensuite brassés ensemble dans la centrifugeuse. On le voit, il commence à sortir. Les petits filaments qui viennent se coller sur la paroi. Le rucher d'aujourd'hui a produit à peine 300 kilos. L'an dernier, le couple avait récolté plus d'1 tonne de miel au même endroit. Ça fait quoi, Yves, de remplir le premier pot? C'est un renouveau, hein. C'est un peu comme une fête de premier de l'an. Le miel est devenu rare, malheureusement, de nos jours en France, et pour nous aussi, comme pour beaucoup d'apiculteurs, les récoltes ne sont pas de plus en plus abondantes. Et bon, ce qui fait que la plupart du temps, nous ne sommes malheureusement plus à même de satisfaire tous nos clients. Yves et Chantal vendent directement leur miel sur place. Le couple aime donner des conseils de dégustation aux acheteurs. C'est naturel, quoi. Et puis, vrai, ça sera un peu différent au niveau de la diffusion des arômes. C'est bon. C'est très bon. C'est quoi la meilleure façon de déguster du miel? Par exemple, avec du beurre, c'est franchement excellent. Beaucoup de beurre. Parce que le gras du beurre augmente les arômes du miel et les véhicule. Encore faut-il savoir trouver le bon miel. Le plus simple, c'est évidemment d'aller chez les apiculteurs. Parce que vous rencontrerez pas seulement le bon miel, vous rencontrerez aussi ceux qui le font, hein, les gardiens des abeilles ou les éleveurs d'abeilles, comme on veut les appeler. Et c'est ça qui est intéressant aussi, et d'établir le lien entre l'abeille et le pot de miel. On peut raconter d'où il vient, comment il a été fait. Et c'est aussi ça le voyage, c'est des souvenirs, des choses à partager. Aujourd'hui, 75% du miel consommé en France est importé. L'Amérique du Sud et l'Asie sont nos principales sources d'approvisionnement. Ce miel est en général moins cher que le nôtre. L'augmentation incessante des importations est une aubaine pour les fraudeurs. À Marseille se trouve le seul laboratoire d'analyse de miel de la direction des fraudes. Ici, on traque les miels étrangers qui se font passer pour des miels français et les fausses appellations florales. À l'aide du microscope électronique ou d'un moyen bien plus traditionnel. Aujourd'hui, les scientifiques marseillais veulent s'assurer que ce miel de lavande contient bien de la lavande. Au nez, moi, ce qui me vient en premier, c'est des arômes de fumée. C'est très aromatique et ça sent un peu voilà, le bois, les arbres, les feuillus, les conifères. Et en bouche, il a des arômes de fruits cuits, un peu comme une confiture d'abricot, avec des arômes aussi de caramel cuit, caramel chaud et grillé. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est un miel de fleurs, mais c'est pas un miel de lavande de Provence. Mais il n'est pas désagréable, hein, mais ça ne sent pas la lavande. Déjà, la couleur est très brune. Un miel de lavande est généralement clair, crémeux, couleur un peu ivoire, blond. Il a des arômes de végétal sec, type paille, foin. Et là, on ne retrouve pas du tout ces caractéristiques. C'est un miel, voire un miel de fleurs, mais ce n'est pas un miel de lavande ou pas un miel de lavande pur. En général, les consommateurs lambda, pour eux, un miel doit être sucré, il doit avoir un peu des arômes de fruits et de fleurs, et en général, ça lui suffit s'il n'est pas guéri. La brigade des fraudes doit maintenant déterminer qui, du producteur ou du distributeur, est fautif. Du miel de lavande qui n'en est pas. Un classique qui permet d'augmenter confortablement la marge sur le prix du pot. Mais les fraudeurs peuvent aller beaucoup plus loin, jusqu'à fabriquer du miel totalement artificiel. Débusquer le faux miel,
un scientifique français en a fait son cheval de bataille. Dans son laboratoire indépendant situé en Moselle, Paul Schweitzer analyse plus de 8000 échantillons par an. Ce matin, au banc d'essai, un pot de miel chinois. Pour savoir s'il est naturel ou artificiel, la méthode la plus fiable consiste à faire l'inventaire des sucres présents dans le pot. Un vrai miel compte 6 sucres naturels. Un faux n'en contient généralement que 2. Dans le miel, il y a des sucres naturels qu'on doit pouvoir retrouver. En particulier, il y a un sucre qui est dans tous les miels qu'on appelle le turanose. Donc celui-là, il est typique des miels. Et puis il y a des sucres qu'on va éventuellement trouver, mais qui ont été ajoutés. C'est par exemple du glucose. S'ils deviennent importants, c'est que c'est des sucres rajoutés. Cet appareil peut séparer tous les sucres contenus dans l'échantillon. Voilà le résultat. On a ici la courbe. Ici, on n'a que 2 pics uniques. Du glucose et du fructose, et rien d'autre. Voilà. Celui-là, c'est certain que c'est un faux. Il n'y a pas de turanose du tout. Il n'y a pas de maltose, il n'y a pas d'isomaltose. Il n'y a même pas de saccharose. Ça, c'est un miel qui a été fait, qui a été fabriqué. Hein. Par l'homme. Complètement. Complètement, celui-là. Bon, et bon, il est origine chinoise, 100%, celui-là. C'est fade, c'est un arrière-goût. C'est un arrière-goût qu'on n'a pas de manière naturelle dans les miels. Bon, mais c'est sucré. Bon, ben, évidemment, c'est fait avec du sucre. Mais on ne retrouve pas les parfums subtils, toutes les subtilités qu'on peut trouver dans du miel. Ça peut être dangereux pour la santé? S'il n'y a pas d'antibiotiques ou de pesticides dedans, non, parce que c'est que du sucre. Mais bon, mais c'est pas du miel. Et voici la recette des fraudeurs. Voilà. Alors, il faut juste respecter les proportions. 30 grammes de glucose, 40 grammes de fructose. Ensuite, éventuellement un peu de saccharose pour faire plus vrai. Je vais mettre une goutte d'acide gluconique, tout simplement une petite goutte. Un soupçon de chlorure de potassium. Et puis vraiment, alors quelques milligrammes d'amylase. Avec un flacon comme ça, je peux falsifier des centaines et des centaines de tonnes de miel tellement il en faut peu. C'est presque une recette, si vous voulez, d'alchimie. Donc on va rajouter un tout petit peu de pollen. Voilà. « 5 minutes de cuisson. Rien que des ingrédients artificiels. Et le miel est prêt. Et voilà. Et ça, à l'analyse, légalement, les critères vont correspondre aux critères d'appellation miel, alors que ce n'est pas du miel du tout. Dans la majorité des cas, on fait des faux miels comme ça. Bon, mais c'est très rare qu'on les vend comme ça. Généralement, ils vont être vendus mélangés quand même à des vrais miels. Et donc là, ça lisse le tout et on ne voit plus rien. Pour les premiers prix et les miels marqués origine Union européenne et hors Union européenne, on a 1 chance sur 10 de trouver des produits comme ça mélangés à du vrai miel. Alors nous, consommateurs, quel est le meilleur moyen d'être sûr de ne pas manger du faux miel? D'acheter du miel avec le circuit le plus court possible, c'est-à-dire de préférer un miel acheté chez un apiculteur que déjà dans la grande distribution. Et si on achète des miels de la grande distribution, dans ce cas-là, privilégier des miels qui ont une identification géographique précise, c'est-à-dire avec un pays unique, et pas du mélange de miel dont on ne sait pas d'où ils viennent. Au moins, on aura le maximum de garantie. Se presse sur le parking.
Salut. Ça va? Ça va? Et toi? Impeccable. T'as un grand panier, 3 pistoulettes nature, une rillette de canard et une confiture de mûre. Ton grand panier. C'est le jour de la vente hebdomadaire de Super Fermier. Eh oui, les courgettes vertes et jaunes. Oui, T'as très bien. vu? Et du fenouil, artichaut, persil et blettes. Bon, bah parfait. Très bien. C'est épatant, on mange des tas de choses qu'on n'a jamais mangées. Ça vient directement du producteur, c'est quand même toute une approche beaucoup plus intéressante que des légumes dont on ne sait pas combien de temps ils ont pu traîner sur un étal. Voilà, puis aussi l'attrait de la nouveauté de légumes qu'on ne trouve pas ailleurs. Et les 3 petits pistoulettes. Voilà, les petits pistoulettes. Voilà. Voilà, bon mais super. Nickel. On mettra tout ça. Ouais. Dans ce carton, des légumes, mais aussi du lait, des yaourts, du fromage, des confitures, du poulet et même des glaces. Noix de coco et caramel beurre salé. Et voilà. C'est bon? C'est bon. Ok. Merci, au revoir. Ils sont 5 à avoir fondé la coopérative Super Fermier. Un système pratique pour les clients qui commandent à la carte sur Internet les produits des 5 paysans. Des aliments fermiers variés et à portée de main, comme au supermarché. Le tout pour un budget moyen de 40 € par semaine. Comment ça va? 3 bouteilles de lait. Les clients viennent ensuite retirer leur colis dans l'une des 5 fermes. Il y a des très bonnes courgettes, même en crudité. Mais c'est super bon. D'accord. Ils les cueillent toutes petites exprès pour... Ouais. Je trouve que ça serait très dommage d'aller se servir dans les supermarchés alors qu'on a tout ici. On sait que c'est frais, on sait que c'est bon, on sait que c'est pas traité, où il y en a le minimum. Donc pour nous, ça nous va très bien. Bonne continuation. Au revoir. C'est un plaisir de partager ce qu'on fait, d'avoir le retour des gens directement. Ça nous fait progresser tout le temps. Et puis il y a la notion de transparence. On montre comment on travaille. On ne peut pas mentir. On montre vraiment ce qu'on fait et les gens après jugent si ça leur plaît ou pas. Mais au moins ils savent. Fanny Ferrand est ingénieure agronome. C'est elle qui est à l'initiative de ce système de vente innovant. Avec l'aide de son mari, la jeune femme a transformé la ferme de ses parents en exploitation laitière biologique. Un vrai choix de vie pour le couple, même si 10 ans plus tard, ils ne gagnent qu'un SMIC à 2. Tous les matins, ils ont un rituel. Ensemble, ils vont chercher leurs bêtes pour les ramener à la traite. C'est pas du tout une contrainte, même le dimanche, des fois on croise des copains là, qui sont dans le quartier, qui disent « Ah, vous travaillez ?» Oui, enfin, on peut appeler ça comme ça. C'est la transhumance de la plaine. Voilà. Elles font presque 2 km aller, 2 km retour et 2 fois par jour. Donc ça commence à faire une belle balade tous les jours pour aller juste manger. Allez, Fan, amène. Allez, allez, allez. 2 fois par jour, Fanny doit traire ses 25 vaches. Moi, ça me prend au triple là. À chaque fois que je suis ici, ça m'apaise entièrement. On oublie tout le stress, tous les soucis. Là. On est avec elles, on va à leur rythme. C'est un peu magique. Allez. Il y a Éclair au chocolat qui attend gentiment son tour. Allez les filles. Alors le top, c'est ça. Voilà. Ça aussi, c'est magique. C'est simple, c'est super simple, mais c'est magique. Qu'est-ce qu'il a comme goût, la selée, là? Il est à peine tiède, comme il faut, sucré, très onctueux. Avec, voilà, il y a plein de sensations sur les papilles qu'on ressent quand on boit ça. Ouais. Ça, c'est pour le plaisir ou il faut tester le lait tous les jours? Non, non, non. Là, on a entièrement confiance. Parce qu'on est habitué que les vaches, elles mangent de l'herbe, qu'elles sont en super forme, que... Donc, à force, maintenant, on sait qu'on a un bon lait. Ça va. Tu veux essayer, Payot? Oui. Oui, je veux bien. Tu arrives avec le verre ou tu vas avec ça? Normalement, j'y arrive avec le verre. Vas-y, goûte-le. Tu m'en laisses un peu? Il est plus sucré, celui-là. Oui. Bon. T'as vu combien il y avait de lait? Non.
Puis c'est l'heure des fromages. Évidemment, ici, on ne jure que par le lait cru et ses bactéries naturelles. On le laisse un petit peu et on le sortira à 30. C'est une excellente barrière sanitaire. Et puis, c'est un enrichissement qui permet derrière d'avoir des goûts qui sont beaucoup plus riches et différents que si on pasteurise le lait. De manière générale, on travaille avec la nature, pas contre la nature. Une fois le cahier prêt, il faut mouler les fromages à la main. Yemina, l'apprentie de Fanny, lui prête main forte. C'est très sensuel. Ah ouais. C'est un côté parfait, quoi. C'est beau, quoi. Ouais. J'aime bien. L'alimentaire, c'est quand même la base. Sans bouffe, on n'est rien. On a une responsabilité énorme. Quand les gens viennent acheter notre fromage, ils ont les yeux qui brillent, ça leur fait plaisir, ils goûtent ça. On sent vraiment, on sent qu'on a un rôle, quoi. On est fiers de faire des produits soi-même qu'on peut revendre après aux clients. Puis on suit son produit de A à Z. Ça, c'est vraiment... c'est un plaisir quand on sait ce qu'on fait, on sait d'où ça vient, comment c'est fait. Ça, c'est un truc qui me plaît vraiment. Direction la cave d'affinage où ces fromages à pâte dure resteront jusqu'à 24 mois. Pour former la croûte, les fromages sont frottés tous les jours avec de l'eau claire. Il faut les bichonner, il faut faire attention de les retourner suffisamment souvent, que la croûte se fasse bien. Il y a une odeur particulière, j'adore cette odeur. Odeur de moisissure. Quand on parle moisissure, aïe, 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 aïe. Non, en fait, c'est bon les moisissures. On en a besoin aussi. Pour les fromages en fin d'affinage, c'est le moment de la dégustation. En général, j'en coupe un. Voilà. Là, l'odeur, elle est là. C'est maintenant, en ouvrant la pâte, qu'il y a cette odeur caractéristique du cabourut. Pourquoi elle est comme ça, j'en sais rien. Ça, c'est... Voilà. Et qu'est-ce qui fait un bon fromage? C'est le plaisir qu'il peut procurer et le goût, en fait, simplement. C'est un fromage qui est fini, qui est assez stable quand même, c'est important, qui a bien évolué, qui n'a pas de défauts particuliers. C'est-à-dire les défauts, ça pourrait être un défaut de goût avec trop d'acidité ou trop de salage ou... On sent que toutes les saveurs qui devaient se faire se sont faites et qu'elles sont perceptibles, en fait. Pour moi, ils sont bons à manger. Là, c'est pour Mélanie. Ce matin, Fanny part livrer ses fromages. Pendant 3 heures, elle va sillonner les routes du Béarn pour rejoindre les 4 autres fermes de la coopérative de super fermiers. Elle y dépose ses fromages et récupère les paniers qu'elle redistribue chez les autres producteurs. Cette année, le printemps, il est lumineux. Les verts des arbres et de la végétation sont assez incroyables, en fait. C'est magnifique. Il y a un an, Fanny Ferrand a l'idée de réunir des fermiers locaux pour vendre sans intermédiaire leurs produits au grand public. Ce qui nous unit, c'est le fait qu'on fasse tous notre production fermière par passion et cette espèce de soif de montrer aux gens que c'est possible de manger facilement des produits fermiers de qualité avec du goût et bon pour la santé. Ça, c'est quelque chose vraiment qui nous rassemble. Ouais. On met toutes nos tripes en fait dans nos produits. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais c'est vrai qu'on a la sanction, donc en fait, on n'a quand même pas droit à l'erreur. La première étape de sa tournée, c'est la ferme de Bonnut. Il a plu un peu. Laurent Lesclose est maraîcher.
Avec son jeune associé Étienne, il a lancé son exploitation biologique il y a 5 ans. Tu crois qu'on peut en mettre des fèves d'ailleurs ou pas? Pas encore. Elles seront pas prêtes encore. Quelle taille tu ramasses toi? Les plus grosses pour dégager les pieds, pour pas qu'ils s'épuisent. Si t'en as des malades, on va les mettre de côté. Ouais, faut les On les enlever, jettera au compost, ça va. Ici, les courgettes sont cueillies à peine quelques heures avant la vente. Notre intérêt, c'est de fournir des produits le plus frais possible. Donc, à la demande, là, on sait le nombre de commandes qu'on a pour Super Fermier. Comme ça, en plus, ils peuvent se conserver plus longtemps chez eux également. En agriculture biologique, les carottes demandent beaucoup de désherbage manuel. Les 2 maraîchers ont mis 5 ans pour avoir une belle récolte. Ça ira. Ouais, c'est pas mal. Oh, elles sont pas toutes droites. C'est pas une carotte de sable, ça, c'est une carotte vraiment de terre. C'est-à-dire, dès que la carotte trouve un obstacle, elle va partir en fourche. Pourtant, ça, c'est une des carottes les plus naturelles. Ça se vend ça quand même? Très bien. Très très bien. Les gens sont tout à... Parce qu'ici, ils cherchent plus le goût que la forme. Hein. Voilà, des carottes entrelacées, là également. C'est l'amour. Les 2 jeunes maraîchers ne cultivent que de petites parcelles. On y trouve à la fois les grands classiques et des variétés du terroir. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Peu commune. Pas beaucoup la connaissent d'ailleurs. C'est la cressonnette du Maroc. C'est une salade qui rappelle la chicorée alors que c'est une laitue et que vous ne trouverez pas dans les rayons de grande surface ou autre. Elle est très douce. Étonnamment, par rapport à une salade avec des feuilles comme ça, souvent qui nous paraît plutôt amère, elle est très très douce, très agréable en bouche. Bon, on va en ramasser assez au lavage et après on va boire. C'est pas perdu. Laurent Lesclose a décidé de ne fonctionner qu'en vente directe, sans aucun intermédiaire. Pour moi, c'est vital de bien manger. Je ne dis pas que le bio peut tout résoudre, sauver le monde ou autre. On va rester plus simple. Moi, je vais essayer au moins de nourrir mes plus proches, que ce soit familiaux, amicaux ou environnementaux. Pour 2 personnes, fournir déjà un peu plus de 100 familles juste au bout de 5 ans par semaine, je trouve ça déjà très bien. Allez, on va poser ça dans les paniers. Les choux raves, ils profitent aussi. Là. Je n'ai pas vu les choux pointus, tiens. Une fois les légumes cueillis, il faut préparer les paniers. Chez Laurent, on laisse pousser les légumes à leur rythme. D'une semaine à l'autre, les paniers ne sont jamais identiques. Il n'y a quasiment rien qui revient chaque semaine, quoi. Ici, on ne peut trouver que des légumes de saison. On ne chauffe pas nos serres, on produit au rythme de la nature. C'est-à-dire, si la nature est clémente, on aura des produits un peu plus tôt, mais on s'adapte à la nature. À peine les paniers finis, Fanny arrive pour la première étape de sa tournée. Ça va bien? Très bien. Pose le sur la table. Ici? Ouais, on passe ça. Sinon, on continue à retrouver. Ouais. Ça, c'est pour chez toi. D'accord. Ok. Là. Hop, c'est bon? Et c'est à chaque fois une découverte. Bon, il y a quoi cette semaine dans le panier? Là, en nouveauté, on va retrouver des courgettes jaunes. Ah ouais? Tu veux en goûter une? Ouais. Alors, beaucoup de croquants. Ouais. Un léger goût sucré. Un peu d'amande. Exactement. Noisette, amande. Hein? Exactement. Tu vas retrouver un peu ce goût de fruits, là. Ouais. Tu vois, on les ramasse petites, hein. Ouais. Il n'y a pas de pépins non plus. Ouais. On les ramasse jeunes, rien ne se perd. Tout se consomme comme ça. Même sous la dent, il n'y aura pas de pépins qui vont gêner. C'est ce qui fait la différence avec la courgette verte. Ça sera un petit peu plus amer. D'accord. Ce goût est beaucoup plus ferme. Ouais, là, il n'y a pas du tout d'amertume. Les producteurs, ils le font comme si c'était pour eux. C'est pas le rendement. La majorité, ils auraient tendance à se dire on va les faire grossir un peu plus, ça fera plus de quantité. Non, là, le but, c'est d'avoir un produit excellent et on va le récolter au stade le plus opportun. Ouais. Adichat. La bise aux collègues. Ouais. J'y manquerai pas. Ouais. Très vite, Fanny reprend la route.
Il lui reste encore 3 fermes à visiter. Les super fermiers sont nés il y a 1 an à peine. Ils comptent déjà une centaine de clients réguliers. Mettre en place un drive, c'est une belle idée, mais si on n'a pas le soutien des concitoyens, on n'est rien du tout. On a besoin des autres. Ça veut dire qu'on va soutenir des producteurs qui vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent et le mieux possible pour le goût et pour la santé. Et ça, c'est un vrai acte citoyen parce que tous les jours, quand vous allez faire vos courses, vous faites un acte citoyen en choisissant ce que vous allez manger tous les jours chez vous. Voilà. Et moi, je le mets au même niveau que l'acte de vote, en fait. La prochaine étape de la tournée, c'est l'éleveur de poulets, Benoît Larenaudie. Ça va? Très très bien. Bon. Toujours ponctuel. Ouais, J'aime. comme d'hab. Donc ça c'est les poulets et Ouais. le lieu de livraison c'est chez toi. D'accord, ok, parfait. On va le mettre derrière ici. T'es passé chez qui là? Chez Laurent, juste. Chez Benoît, les poulets ont la chance de vivre en plein air et longtemps, jusqu'à 120 jours, alors que leurs camarades industriels ne vivent que 42 jours en moyenne et souvent en intérieur. Plus un poulet est vieux, meilleur il est, ça c'est sûr. Donc un poulet qui n'a pas vu le jour et un poulet comme ça, qui est dehors depuis 2 mois et demi, 3 mois, au niveau de la qualité gustative de la viande, il n'y a pas photo. C'est les produits qu'on faisait avant, donc comme faisait ma grand-mère, et je pense qu'on peut s'ennuyer un peu pour retrouver ces produits-là qui sont en train de disparaître. Voilà, un bon poulet. Après, il a une bonne santé, là, ce poulet. La crête. C'est l'indice de la bonne santé d'un poulet. Comme les brebis, c'est la laine, s'il y a une bonne qualité de laine. S'il a la crête rouge, c'est que c'est un poulet qui est en bonne santé. Dans le groupe des super fermiers, il y a aussi Mélanie Laborde, productrice de canards sur sa ferme familiale. Il y a un petit cassoulet au confit de canard, une boîte de rillettes au piment d'Espelette, des confitures et un saucisson de canard. Excellent le saucisson. Plus ça va en fait et plus on se dirige vers la vente directe. On se rend compte que de plus en plus on préfère ce métier-là que de faire de l'élevage intensif comme on voit pas mal dans nos campagnes et de gaver pour des gros industriels, quoi. Dernière étape, le producteur de glace fermière. Ici, tout est à base de lait bio. Et voilà une glace à l'italienne coco. Alors vous voyez, ça c'est les glaces qui ont été commandées par famille. Les gens ont pris l'habitude, ils savent qu'il y a des glaces et en fait ça a mis du temps à démarrer, il faut du temps pour prendre les habitudes, mais ça y est. Les super fermiers veulent s'agrandir. Ils se sont réunis pour rencontrer un nouveau producteur. Ah, mais bonjour. Salut. Désolé du retard. Ça va? Vous avez des trucs à finir. Salut. Ça va? Aujourd'hui, ils reçoivent Jérémy Estweg, un jeune vigneron producteur de raisins de table qui souhaite les rejoindre. On a tous un magasin dans nos fermes. On a un site internet pour que les gens puissent commander et choisir un lieu de livraison. Donc il y a les super primeurs, super crémiers, super bouchers. Au fur et à mesure, on rajoute des catégories selon le besoin. Donc là, il y a 2 types de paniers, tailles différentes, et puis il y a des légumes au détail. Et ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est le plus possible de travailler avec des fermes comme les tiennes, qui sont déjà ouvertes au public, que les gens puissent venir voir aussi comment les producteurs produisent. Voilà. On avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu. Enfin, toi, c'est vrai que tu étais motivé pour rentrer dans le système. Alors déjà, nous, c'est vrai que ça nous plaît, parce qu'on a besoin d'avoir des producteurs qui soient
soient intéressés et motivés. Et tu produis quoi alors exactement? Parce que du vin Ouais, moi je produis mes parents étaient producteurs de Jurançon, sec et doux. Ouais. Et moi je me suis installé, j'ai diversifié la production en plantant du raisin de table en fait, du raisin de consommation, le fruit en fait. Le raisin de table on l'a planté en agriculture biologique. Qu'est-ce que t'as comme surface On a 6 hectares 70 de Jurançon et 1 hectare 70 de raisin de table. Quand même. Voilà, ça fait du boulot. Il y a du travail, ouais. Mais je le trouve très dynamique pour son âge, je sais pas quel âge il a. Et je pense qu'il a la mentalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a de moins en moins qui s'installent. Franchement, et de voir des jeunes s'installer, et apparemment qui en veulent, je pense que si on peut les aider, je trouve que c'est un minimum. On a souvent des petites fermes, j'ai une petite ferme, je ne peux pas communiquer tout seul. Grâce à ce groupe, je pense qu'on pourra communiquer ensemble et voilà, vanter les produits, la qualité de nos produits. Vous pensez que le circuit court, c'est un peu l'avenir alors pour les producteurs d'aujourd'hui? Je l'espère, je ne sais pas du tout, mais je l'espère. On se bat pour ça, pour que ça marche, pour que ces circuits courts fonctionnent. Parce que voilà, tout le monde a y gagné. Enfin, je pense que le consommateur y gagne et que le producteur aussi y gagne. Moins il y a d'intermédiaires, plus tout le monde est content, quoi. Après chaque réunion, les super fermiers ont pris l'habitude de déjeuner ensemble. Et bien sûr, chacun apporte le fruit de sa ferme. Courgettes. Quoi? Et on Fanny, vous les épluchez pas, ces légumes? Non. Mais depuis que j'ai compris que dans la peau des légumes, il y avait plein de bonnes choses, du coup je les épluche plus et surtout les topinambours à éplucher quelque chose comme ça, c'est un peu compliqué. Le plaisir de cuisiner les paniers de Laurent. Alors au début, j'avais du mal à identifier les légumes. Un jour, j'ai vu arriver chou chinois. C'est quoi cette bête? J'ai pas trouvé. Le goût qu'on peut retrouver dans des légumes frais comme ça, c'est incroyable en fait. Ça, c'est pareil, c'est difficile à décrire, mais la réalité, c'est que nos papilles, notre corps, il nous le dit, quoi, que ça lui plaît. Fanny, Laurent et les autres super fermiers ont fait le pari de la vente directe. Tous arrivent à en vivre, mais la plupart génèrent à peine un SMIC par ferme. Si on fait le tour de table pour dire ce qu'on gagne, on ne s'enrichit pas, quoi. On fait ça parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ce qu'on fait et on a envie de faire du bon. Mais voilà, s'il y en a beaucoup, s'ils savaient ce qu'on gagnait, ils se diraient non, ça c'est pas pour moi. On n'est pas paysan pour être riche, sinon on ferait autre chose. Mais par contre, on a une satisfaction de notre travail, presque du devoir accompli, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, moi, ce que je fais notamment, c'est même pour moi, mais c'est pour mes enfants. Avant tout, je préfère bien manger, ouvrir une bonne bouteille de vin avec des amis, avec des personnes que j'apprécie. Pour moi, c'est l'essentiel et c'est même l'essence de ma vie. Dans la région, les super fermiers ont la cote. D'autres producteurs sont déjà candidats pour les rejoindre.
Suron est ingénieure en ressources marines. Depuis 3 ans, elle travaille pour le programme Mr Good Fish, mis en place par les scientifiques de l'aquarium de Boulogne-sur-Mer. L'ambition de Mr Good Fish, changer les habitudes de consommation des Français en matière de poissons. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Ouais, ça va. Ouais. Bah alors, il y a eu du débarquement? Oui, cette nuit. Cette nuit? On va voir un petit peu ce qu'il y a. Ce matin, elle a rendez-vous avec José Caron, l'un des employés de la criée. Du turbo, de la lotte, barbu, oui. Florence est là pour rallier à la cause de Mr Good Fish toute la filière de pêche de la région. Avec José, ils font un point sur les espèces pêchées cette nuit. On va voir sur tous les bateaux. Il y a du merlan aussi. Le merlan 27 cm, parfait. Voilà. On va voir du merlan, macron, pli. Ouais. Spra, vous avez pas? Spra? Non. Spra rang, pas du tout. Il n'y en a pas en ce moment. Ouais. La coquille, c'est fini? La coquille, c'est fini. Puis ça se maintient mieux. Ce que vous voyez ce matin, c'est vraiment la diversité des produits qu'on peut trouver sur un étal, voilà, qui existent dans la mer. Les gens ont l'habitude de consommer souvent les 2 ou 3 mêmes espèces, le cabillaud, le saumon. Là, ce matin, on voit qu'il y a une grande diversité. Il y a du maquereau, il y a du merlan, il y a du taco, de la vive, des espèces que les gens ne pensent pas aller acheter. Et pourtant, c'est des espèces délicieuses. Les Français ont en effet la fâcheuse habitude de toujours manger les mêmes poissons. Des espèces en voie de disparition qu'il faut aller pêcher de plus en plus loin, comme le cabillaud. Ah oui, il y a du taco, c'est parfait ça. Ouais. Donc ça, c'est typiquement, voilà, le taco, c'est un produit qui est très très proche du cabillaud. C'est la même espèce, de toute façon, on les reconnaît, ils ont un petit barbillon comme ça. Et c'est un poisson qui coûte presque 10 fois moins cher. Facilement. Facilement, voilà, c'est un produit qu'on peut trouver à 1 € le kilo. La chair est vraiment très similaire au cabillaud, c'est juste que c'est pas connu. Ce poisson-là, il était utilisé pour faire les croquettes pour les chiens et les chats, donc avec une réputation pas très bonne, alors que c'est un délicieux produit. C'est magnifique. C'est un poisson qui est quand même magnifique. Ouais. On redonne la vraie valeur au poisson. C'est voilà, essayer de ne pas avoir de préjugés. C'est des très beaux produits, c'est délicieux, donc essayer de le faire découvrir. Pour les lots. En France, le marché du poisson relève de l'absurde. Nous exportons les 2 tiers de notre pêche et nous importons les 2 tiers de notre consommation. Pour inverser cette tendance, Mr Good Fish veut promouvoir les espèces locales, comme le maquereau. Et puis là, au niveau fraîcheur, il est superbe. Ça, c'est mon poisson préféré. Je trouve que c'est vraiment déjà, je le trouve très très beau esthétiquement. J'adore les couleurs. C'est du poisson qui a été pêché au large de Boulogne. Là, c'est une espèce qu'on trouve. On n'a pas besoin de l'importer. C'est une espèce qu'on a chez nous. On a du poisson sur nos côtes. Autant en profiter. On a une grande diversité. Plutôt que d'en faire importer, de faire importer des produits, autant consommer les produits qu'on a voilà, dans nos mers, dans nos océans, juste en face de chez nous. Donc, par contre, il est pas mal quand même. Et puis, il y a des poissons qui ont mauvaise réputation. Là, vous avez un produit surtout parmi les baigneurs. C'est la vive. Alors ça, personne ne connaît. Enfin, on le connaît à cause de ces petites épines dorsales, parce que quand on marche dessus sur la plage, on peut se faire très mal. C'est une chair qui est très très fine, c'est un produit qui est complètement méconnu. C'est la bonne saison pour le consommer en ce moment, les stocks se portent bien, donc c'est voilà, typiquement une espèce Mr Good Fish qu'on essaye de faire découvrir. Sur une poissonnerie classique, c'est juste qu'en général, vous ne les voyez pas parce qu'ils ne vous intéressent pas, parce que vous ne les connaissez pas. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir le petit logo Mr Good Fish pour interpeller le grand public, pour voilà, que ça saute aux yeux et que ça soit tiens, qu'est-ce que ça veut dire ce logo, pourquoi il y a des espèces, il n'y a pas le logo, pourquoi il y en a, et voilà, que le poissonnier puisse expliquer Mr Good Fish, c'est du poisson durable de saison, allez-y, c'est la bonne période. Tant qu'à choisir un poisson, choisissez un poisson durable. Le poisson durable, c'est un poisson qui n'est pas menacé de surpêche, qui est consommé à taille adulte et pêché à la bonne saison, c'est-à-dire en dehors de ses périodes de reproduction. Quand vous voyez un étal de poissonnier,
Quand vous voyez le petit logo « Bon pour la mer, bon pour vous », ça veut dire que c'est la bonne saison pour le consommer. Et on essaie vraiment de faire comprendre... Sans relâche, Florence tente de convaincre les visiteurs de l'intérêt de Mr. Goodfish. Voilà, c'est exactement ça. Et on s'y retrouve. Bonne journée. Bonjour. Est-ce que vous connaissez ce petit logo? Le petit logo « Bon pour la mer, bon pour vous ». Non? Je ne connaissais pas... Ils n'ont pas cette petite étiquette là chez notre poissonnier. Vous arrivez facilement à trouver un restaurateur près de chez vous qui participe au projet. Je vous remercie. Est-ce que du taco vous avez déjà goûté par exemple? Non, je ne me souviens pas. Et apparemment, les poissons oubliés intriguent les consommateurs. Est-ce que ça a le même goût que le cabillaud? Ça a le même goût? C'est pareil? C'est très proche. La chair est pareille? C'est de la même famille et la chair est vraiment très très proche du cabillaud. D'accord. Qu'est-ce que vous mangez alors vous comme poisson d'habitude? La lotte. Le cabillaud, la lotte, qu'est-ce qu'on mange? De la sole. Mais vraiment le... Des poissons panés. Ah bah oui. Oui, c'est vrai, le poisson pané, on en mange. C'est vrai que le taco, c'est un poisson qui est pas très connu, donc je vais pas vraiment acheter du taco, étant donné que jamais je préfère acheter le poisson que je connais bien et que j'ai entendu, mais certainement qu'il est aussi bon que le cabillaud. Tant qu'il y en a sur les étals, les gens pensent qu'il y en a il y a du poisson dans les océans. Et ils n'ont pas forcément conscience qu'il y a certaines espèces qui sont vraiment fragilisées. C'est pour ça qu'on essaye de prendre le taureau par les cornes, de mener le combat avant qu'il soit trop tard. Et si on veut que nos enfants continuent à manger du poisson, il faut qu'on profite de la variété que la mer nous offre pour qu'il y ait toujours du poisson demain. C'est vraiment notre objectif. Même du côté des chefs, le public semble faire preuve de curiosité. Aujourd'hui, on a voulu mettre en avant le taco. Vous connaissez le taco, non? Vous savez pas le goût que ça a? Non. Là, vous allez le savoir. Au menu du jour, des beignets de taco, le fameux cousin du cabillaud. Benoît Flao tient un restaurant près de Lille. Il est adhérent de Mr. Goodfish et avec ses recettes, il tente de changer les habitudes de ses clients. Je suis en train de faire goûter un poisson et je ne le mets pas en danger. Je ne mets pas en danger justement la reproduction. Les gens sont contents, c'est bon, ils ont mangé un poisson qu'ils ne connaissaient pas. Et en leur expliquant qu'en choisissant le bon poisson au bon moment, on participe tous à un programme qui va pérenniser justement les espèces. Vous n'achetez pas des fraises au mois de décembre, c'est cher, c'est pas la saison. Le poisson, je veux dire, c'est à peu près la même chose. Quand vous avez compris cette démarche-là, vous allez peut-être choisir un peu différemment chez votre poissonnier, votre poisson. Et quand vous travaillez des poissons comme ça, c'est toujours bon pour le porte-monnaie en plus. Hein. Après, ça, c'est notre boulot à nous aussi de vous montrer qu'on peut faire autre chose qu'un filet. C'est à nous, justement, de dire un bon maquereau, un bon taco, un bon merlan, c'est pas cher. Mais s'il est bien frais, mélangé avec des bons produits, on a un plat qui est très goûteux, qui est très bon. Allez-y. Donc le taco, c'est un poisson qui est de saison, qu'on peut consommer en ce moment. Vous l'aviez déjà mangé comment, le taco? Filet. Fabuleux. Délicieux. Vraiment délicieux. Une merveille. Moi, je connaissais le taco comme ça, de réputation, mais je ne l'avais jamais goûté sous cette forme. Quoi. Vous en achetez maintenant? Oui, tout à fait. Servez-vous. N'hésitez pas à faire vos retours. Très bon. Quand on leur présente des poissons comme du taco aujourd'hui, les gens sont étonnés, ne connaissent pas. Donc on sent qu'on arrive à les toucher, à leur donner envie ce week-end d'aller acheter un poisson différent et essayer d'autres espèces. Le défi est relevé pour la journée. Retour dans le département du Nord. Benoît Flao et Jean-Philippe Réal, les deux chefs de Mr. Goodfish que nous avons rencontrés au Salon de l'Agriculture, sont en route pour leurs courses quotidiennes. En France, ils ont été parmi les premiers à se battre pour le poisson durable. Le rôle du cuisinier, c'est d'éduquer nos clients. Et forcément, oui, mais c'est à nous de proposer. C'est à nous justement de bousculer leurs habitudes en essayant de trouver justement le petit déclic qui va faire qu'ils accrochent à cette recette. Voilà. On peut essayer de créer des choses simples, qui soient alléchantes. Le client, il a envie de prendre et la finalité est qu'il s'est régalé
il a accroché avec un produit qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne mangeait plus depuis des années. Et ben là, on a gagné. Jean-Philippe Réal, lui, travaille dans la restauration scolaire. Le gamin qui aura mangé du saumon toute sa vie, demain, quand il va être adulte, il va acheter du saumon. Je pense que si nous, on leur montre qu'il existe autre chose, le gamin, il dit, tiens, ça, c'est du maquereau, tiens, ça, c'est du taco. Ça. Après, il peut peut-être dire à ses parents, regarde, maman, quand il va faire les courses avec sa mère, regarde, maman, ça, j'ai mangé ça à la cantine, c'était super bon, c'est du taco. À ce moment, il dit, ah ouais, on ne connaît pas, on va acheter. C'est des clients de demain. Les deux chefs se rendent dans une grande enseigne destinée aux restaurateurs, dans la banlieue de Lille. Aujourd'hui, ils vont tester des nouvelles recettes pour Florence. Monsieur, bonjour, bonjour Manon. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça roule? Bonjour. Ça va? Ça va? Bon, t'as des beaux poissons aujourd'hui? Oui, pas mal de beaux produits ce matin qui sont rentrés. Depuis 2 ans, le premier grossiste alimentaire de France soutient le programme Mr Good Fish en proposant principalement des espèces oubliées. Il y a un beau turbo sauvage, hein, tu vois, bon, c'est le turbo de 2 à 4 kg, bon, ça commence à faire de belles bêtes. Hein. Frédéric Legge est poissonnier. Il a été formé par Florent Suron pour promouvoir les espèces Mr Good Fish auprès des chefs. Et naturellement, qui est jamais très gros. Hein. D'accord. Mais on a un très bon coup sur le merlu également. Ah. Le merlu, lui, vient de rentrer là seulement maintenant dans la démarque Monsieur Goodfish. Hein. D'accord. Vraiment. On pourrait faire du merlu, tiens. Ouais. On ferait bien du merlu aujourd'hui. Du merlu. Donc en plus d'avoir un poisson de qualité, là on est en plein dans la pêche éco-responsable, hein, ça vient de démarrer, c'est la pleine saison. Hein. Meilleur c'est, hein. Ah ouais. Tu vois, celui-là il est magnifique, hein, regarde l'œil super bien brillant. Un poisson, ce qui est important, c'est les yeux, c'est la couleur, les ouïes bien rouges, le toucher. Hein, le toucher, ça ne colle pas, on voit, on le sent, c'est bien lisse. Puis moi personnellement, c'est vrai qu'un poisson, c'est une odeur agréable, une odeur d'un vrai port de pêche. Voilà, ça sent bon, ça sent l'iode, ça sent le... On est au bord de la plage. Voilà, on est au bord de la plage, ça c'est magnifique ça. Donc on va prendre ça. Puis rien que l'odeur, hein. Moi ça me donne envie, hein. Là tout doucement on se dirige vers midi. Regardez ce matin, une belle barbue qui est rentrée. 3 kilos, bah, c'est savoureux quoi. Alors le hareng, c'est encore une fois un produit abondant. Oui, un produit abondant qui était tombé un petit peu en désuétude. À un moment, les harengs, et les gens, oh, du hareng. On les fume, et voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est une espèce d'image de produit un petit peu bas de gamme, alors que c'est pas du tout vrai, quoi. Le maquereau est magnifique. Hein. Oui, le maquereau également. On ferait pas du maquereau, ce moment? Il est joli le maquereau? Ouais, il est beau. Hein. Ouais, super. J'aime bien ça, j'aime bien. Travailler le maquereau, c'est génial. C'est une couleur magnifique. Bien rigide, bien raide, bien lisse, bien raide. C'est un petit test tout bête, hein, quand on prend un poisson, s'il reste bien à l'horizontale, plutôt que de la queue qui part par là, la tête qui descend, là on voit que le produit est frais. Bon, ça me tente. Eh ben, on va faire des petits beignets de maquereau. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je me souvenais, j'allais chercher ça à la criée avec mon père à Boulogne-sur-Mer et je retrouve des saveurs que j'avais dans mon enfance. Sauf que maintenant, bah, c'est vrai, on va le sublimer, on va le faire de différentes façons et c'est vraiment un bonheur, quoi. Ça fait vibrer les papilles, rien qu'à en parler presque. Bah ouais, Benoît, je crois que le plat du jour est assuré pour aujourd'hui. Le chariot est derrière. Merci. Pour moi, le boulot est fait, mais vous, ça commence là. Allez, merci, au revoir. Merci. À Cambrai, les deux chefs ont rendez-vous chez Patrice Demarque, un autre défenseur de Mr Good Fish. Régulièrement, les 3 gastronomes se réunissent pour tester des nouvelles recettes. Ils y retrouvent Florent Suron. Très bien. C'est bon, vous avez tout? Voilà, on a trouvé du beau poisson ce matin. Vous avez pris quoi? Il n'y a plus que. Alors on a trouvé du beau maquereau, du beau merlu. Patrice Demarque tient l'une des meilleures tables de la région de Cambrai. Super. Ouais, ça c'est du poisson qui a pu se reproduire. Voilà. Ça c'est parfait. Magnifique. Ça a l'air de vous plaire, Florent. Ouais, c'est très bien. C'est tout à fait la taille qu'on recommande, la taille qu'il faut respecter. Le poisson, il a atteint sa taille adulte, il s'est reproduit, donc pour nous, c'est parfait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Vous avez déjà une petite idée des recettes que vous allez faire ou... On attendait d'avoir vu la bête. Le chef a choisi de préparer son merlu en filet.
merlu est magnifique. Hein, on voit sa blancheur. Donc on va surtout, c'est garder la fraîcheur, le goût, parce qu'il n'y a rien de pire que de massacrer des bons produits avec des artifices. Donc on va vraiment faire une recette très simple. On va juste le saisir dans un peu d'huile pour le croûter au niveau de la peau. Ouais. Donc la cuisson, c'est combien de temps? Alors là, on va le colorer. Ouais. Et après, je le mets 5 minutes à 200 degrés. Pas plus que ça. Pas plus. Vraiment... Voilà, on a coloré le poisson, vous voyez. Oui. On colore le poisson et on va le mettre au four. Comme ça, four. 5 minutes à la poêle, 5 minutes au four à 200 degrés. C'est la cuisson idéale pour le poisson. Je ferme et j'oublie 5 minutes. Donc là, c'est cuisson parfaite. Alors voilà, 5 regarde. minutes. Regarde, tatin.